Bonjour à tous et bienvenue dans le Game Plan. Je suis accompagné cette fois-ci de Brian et Aldric. Tout d'abord, un petit tour de table. Brian, comment vas-tu? En forme, très en forme, tout va bien. Super. Et Aldric, comment va? Très très bien, content de vous retrouver après un week-end très chargé, mais super content d'être là avec vous. Oui, félicitations. Merci Félicitations. beaucoup. On est là pour discuter du combat du Français de ce week-end, Benoît Saint-Denis qui affronte le Brésilien Ismaël Bonfim, un combat très compliqué qui a lieu à 9 semaines de l'UFC Paris. Évidemment, on est tous derrière Benoît et on a très envie de le voir sur l'UFC Paris, mais cela signifie de sortir du combat sans bobo, ce qui risque d'être une tâche difficile et on va en discuter maintenant. Donc, hors antenne, sur WhatsApp, on avait discuté de qui voulait commencer par établir le profil de celui que les fans français connaissent moins, Ismaël Bonfim, et c'est Aldric qui a levé la main. Donc Aldric, est-ce que tu peux nous établir un petit profil du Brésilien? Donc Ismaël Bonfim, un combattant pour lequel je suis très fan et toujours très hypé, et ce depuis ses débuts au LFA. Donc ce qu'on peut dire de ce garçon, c'est que c'est vraiment un pur produit du MMA qui a commencé uniquement par ça. C'est un garçon qui a commencé le MMA à l'âge de 12-13 ans. Euh, Ses deux premières défaites ont lieu justement à l'âge de 16 ans où il est passé professionnel, avec des garçons qui sont... alors, le premier, non, pas du tout, c'est Jefferson Ducas, mais le second, très connu du grand public, puisque sa première défaite, c'est Adriano Moraes, donc qui est combattant du ONFC et connu pour ses deux combats contre Demetrius Johnson. Il a continué son chemin sur la chaîne du MMA brésilienne jusqu'à l'âge de 19 ans, où il rencontre Renato Moicano, actuel top 14 de la catégorie, avec un Moicano en plein prime, puisqu'il a 27 ans, il est quasiment au sommet de ce qu'il sait faire et il signera à l'UFC quelques mois plus tard. Donc c'est sa troisième et dernière défaite. Donc c'est un combattant qui est quasiment invaincu depuis 2014, un combattant très spectaculaire qui a pris vraiment les chemins les plus difficiles pour obtenir son visa et signer au LFA par la suite, avec deux combats qui vont nous intéresser au LFA, puisque je trouve qu'il se rapproche beaucoup de ce qui risque de se passer contre Benoît Saint-Denis, contre Dessa et contre Augusto. Puis après ces deux victoires au LFA vraiment difficiles et contre des adversaires très rugueux, pareil, il prend Nariman Abbasov au Dana White Contender Series, qui est un des combattants les plus cotés, les plus connus euh, d'Europe de l'Est. Abbasov qui venait de battre le cousin de Khabib juste Hmm. avant pour dans une guerre en plein, je crois que c'était à Sochi si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est un garçon qui est dans le dur, qui refuse personne, qui fait des guerres phénoménales et, et pour lequel moi j'ai vraiment toujours beaucoup de hype pour ces affrontements parce qu'on sait qu'on sera pas déçu. Il est très peu sur le reculoir et j'ai pris 5 ou 6 combats au hasard, c'est tous des guerres systématiquement. C'est vraiment un garçon qui est extrêmement dur au mal et qui rechigne pas à aller à la guerre même avec des spécialistes du genre. Hmm. C'est une bonne façon de le décrire. Moi, je trouve que c'est un profil très complet du fait que il baigne dans le MMA depuis longtemps. Et un point que j'ai relevé, c'est effectivement, il est souvent dans des combats très engagés qu'on peut considérer comme guerre, mais j'ai l'impression qu'il préfère quand même les structures un peu contrôlées où il peut se laisser le temps de réfléchir pour savoir quand attaquer, comment attaquer. Et on l'a vu d'ailleurs contre Terence McKinney. Euh, Quand il touche fort, et c'était pareil avec Abazov au Dana White Tuesday Contender Series, quand il touche fort, il va pas spécialement perdre ses moyens et perdre son sang-froid. Il reste très mesuré, très calculateur, il prend pas de risque et puis il attend pour avoir une vraie ouverture vers le finish, ce qui est arrivé contre McKinney et ce qui n'était pas arrivé contre Abazov où il a vraiment galéré à obtenir le finish. Brian, est-ce que toi, de ton côté, tu as quelque chose à ajouter par rapport à Bonfim? Si oui, vas-y. Et en plus de ça, tu peux nous faire une petite élaboration du profil de Benoît. Euh, sur son parcours, non, rien à ajouter, hein, comme l'a dit Aldric. Je vais revenir un petit peu sur son profil. Donc c'est un profil assez particulier pour les 70 kilos. Ça a été un débat en plus qu'on a eu dernièrement sur notamment sur sa taille avec Tsarukyan. Donc c'est en taille, hein, bien évidemment. C'est un petit de taille. Il a 1m73, je pense légèrement moins, puisque c'est les conversions depuis les inches, dans la catégorie des 70 kilos. On le voit, il est
très volumineux du haut du corps. C'est vraiment un beau gabarit. Et j'avais rajouté qu'il avait environ 1,80 m d'allonge. Autre élément important sur son profil, c'est un droitier. Mm. Ça sera un gros intérêt sur le, le combat, enfin sur comment ça va se matcher. Sur son style de combat, alors moi ce que j'ai noté qui m'intéressait sur son style de combat, c'est je crois, hein, que sur son parcours, c'est un ancien boxeur, c'est possible? Qu'il a fait de la boxe anglaise? Ah bah Mm. il a peut-être pu en faire. C'est vrai que dans pas mal d'interviews, il dit qu'il a démarré le MMA à 12 ans, mais ça n'empêche pas de faire de l'anglaise à côté, non? C'est pas Hmm. impossible, hein. Alors pour moi, il a un très très bon striking, une très bonne anglaise. Euh, Comme tu le dis, Chris, il est très patient, il utilise son jab. Euh, et alors, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est quelqu'un de patient en anglaise, mais qui peut exploser sur des flying knees, sur des jumping high kick, jumping Mm. kick et tout. Et je trouve que c'est très piégeant. D'ailleurs, il a connecté comme ça McKinney et tout. Euh, voilà. Après, moi, j'ai noté pas mal de choses sur la technique où il y a des ouvertures et des dangers. Mais ça va être plutôt sur l'aspect du match-up entre les deux, quoi, dès qu'on va parler du game plan. Mais voilà, ce que je voulais rajouter, c'était vraiment sur cet aspect-là. Droitier, 1,73 m, euh, 70 kilos, donc relativement petit sur la catégorie, ce qui lui permet d'être très très puissant sur ses frappes, un peu plus bas sur ses appuis, d'avoir un peu moins de hauteur, on va dire, pour défendre les takedowns, vu qu'il est plus proche du sol, on va dire, ses bras descendent plus rapidement, entre guillemets. Ça, c'était sur les petits éléments à rajouter. Parfait. Et alors, J'enchaîne. Ouais. je profite juste de l'interruption pour Ismaël Bonfim en anglaise. Effectivement, il a un palmarès de 4 victoires pour une défaite en professionnel. Il Ah oui, oui. a fait ce petit parcours en anglaise entre 2016 et 2018 pour calibrer par rapport à sa carrière MMA. Ça veut dire il a fait un peu de parallèle entre l'anglaise et le MMA quand il était à 7 victoires, 3 défaites en MMA. Mhm. Entre 2016 et 2018, il a donc fait 5 combats de boxe anglaise et 4 combats de MMA. 4 victoires en MMA, évidemment, puisqu'aujourd'hui, il est à 19-3, donc il n'a plus perdu depuis, comme le disait Aldric, depuis son combat contre Mhm. Moicano, qui remonte à 2014. Et Ouais, je mais te laisse maintenant la parole ben, pour Benoît. on le verra, hein, sur la technique. En tout cas, moi, je trouve que son anglaise est très très bonne et que ça se voit Mm. qu'il a un petit background de boxe anglaise. Et on le voit régulièrement, hein, sur certains combattants qui font des petits parallèles dans des disciplines sur le côté comme ça. Alors, Ouais. pour Benoît Saint-Denis, donc, contrairement à Bonfim, c'est un gaucher, environ 1,80 m, 185 cm d'allonge. Alors, ce que j'aime bien entre les deux parallèles, c'est que d'un côté, on a un Bonfim qui a commencé très jeune sa carrière, qui a 12 ans de carrière derrière lui en professionnel, et de l'autre côté, on a un Benoît Saint-Denis qui en a que 4 ans, si je ne dis pas de bêtises. Son premier pro, c'était en 2019. Mhm. Donc je trouve ça assez fou, moi, entre les deux, quoi. 12 ans de carrière, l'autre 4 ans de carrière pour le même âge, si je ne dis pas de bêtises, entre les deux, et aucun combat amateur. Donc là, avec l'avènement de l'IMMAF, on a des combattants qui évoluent très longtemps en amateur, et puis là, on a des produits du MMA qui n'ont fait que du parcours professionnel. Mhm. Donc Benoît Saint-Denis, on le présente plus, hein, c'est un combattant français qui vient de la team Warin, très complet, très complet, bon boxeur, une bonne lutte à la cage, des bons contrôles au sol. Au sol, il va chercher les positions dominantes, il va chercher le dos pour les étranglements, etc. C'est un gars je trouve, qui vient toujours très bien préparé. Avec la team de Warren, ils viennent avec des bons game plans, soit du game plan, où est-ce qu'ils veulent emmener le combat, soit des techniques, je trouve, ils viennent avec des techniques adaptées à leur adversaire. Mm. Euh, Ça, c'est vraiment l'impression que j'en ai.
C'est sur les combattants qu'ils ont, en tout cas, j'ai remarqué que souvent il y a des techniques que je verrais passer sur leur type d'adversaire et ils arrivent avec ce genre de techniques qui ont été bien drillées à l'entraînement et ça paye aussi. Ça peut être à double tranchant, donc on l'a vu que ça a payé sur certains combats comme avec dans les derniers combats de BSD, le gars qu'ils ont Neige, comment il s'appelle Chris? Qui a gagné au Romain Bellator. Debienne. De Bienne qui a gagné au Bellator, pour moi, il avait bien travaillé son overhand, je pense, contre son adversaire. Et malgré que ce soit compliqué dans le premier round, il a trouvé l'ouverture. Il est resté confiant sur, je pense qu'ils avaient bossé à l'entraînement et ça a payé. Ça peut être à double tranchant parce que je trouve par contre que Benoît peut manquer un petit peu de responsabilité défensive. Il est un Mm, petit peu trop concentré sur son propre jeu et ses propres techniques ou son game plan, et en oublier qu'en face, bah, il y a aussi des contres et des frappes. On l'a vu à Paris, je pense qu'il avait bien travaillé sa garde ouverte avec des middle, des high kicks, et je trouvais que ces middle, des fois, étaient un petit peu soit téléphonés, ou soit après le middle, il pouvait se faire frapper. Ouais, mm, je dis ça parce que nous, ça nous est aussi arrivé un crise de préparer des combats où on se concentrait un petit peu trop sur enfin moi en tout cas, sur mes mm. propres techniques et j'en oubliais bah, qu'en face, le gars, il s'était préparé et qu'il était là pour me contrer. Donc voilà, donc je trouve que c'est un très très bon combat. J'ai très très hâte de vous donner un peu enfin de voir comment ça va réagir entre les deux. Je Mm. sais pas si vous avez. Ah, et un dernier élément, c'est pas pour cirer, mais j'aime beaucoup la manière de faire le coin de Daniel Warin, le cornering et tout. Et je trouve que c'est aussi un très bon élément dans à prendre en compte. C'est un gars qui peut-être parce que Warren disait que c'est pas toujours évident leur préparation, parce qu'ils bougent un petit peu à droite à Mm. gauche, mais en tout cas le coin, les consignes qu'ils donnent, etc. Je trouve que c'est un un très Un bon très bon élément et un cornerman. plus, hein, Un très bon cornerman. un très bon cornerman, et très bonnes indications. Et pour moi, c'est un plus aussi Mm. dans la prise en compte du combat et dans la présentation du combattant, parce qu'il est pas tout seul non plus. Ouais. Et je pense qu'ici ce sera nécessaire parce que Bonfim est quelqu'un de complet et je pense que des adaptations en combat seront nécessaires, donc il y aura besoin d'un bon cornering. Donc juste pour revenir, ils ont effectivement tous les deux 27 ans, comme ça on confirme Ça, hein. ce que tu Ouais. as dit. Moi j'ai pas grand-chose à ajouter, tu as été super complet. Je pense que BSD on est complet, mais on va quand même garder son domaine de prédilection étant la lutte et le sol, où pour moi il est plus performant. Euh, il a un peu ce côté offensif partout. Mhm. Et comme tu le dis, s'il y a une critique à émettre sur son jeu d'ordre général, c'est sa responsabilité défensive. De temps en temps, il reste sur des zones d'échange ou des zones dangereuses sans trop bouger. Contre Miranda, il y a eu 2 moments, je pense, où on le voit attaquer et puis il se fige et ça laisse une porte ouverte à Miranda de venir le cueillir. Je pense qu'il s'est bien fait toucher là-dessus. Mhm, mhm, Et pour rebondir sur quelque chose que tu as dit, maintenant ça me saute aux yeux, dans son combat contre l'Allemand Niklas Stolze, mhm, il prend un genou sur une tentative d'amener au sol et j'ai l'impression que là c'était typiquement ce que tu as dit. Ils avaient préparé certaines techniques, notamment la feinte pour venir chercher l'amener au sol et elle part de trop loin, mhm. elle est un tout petit peu trop télégraphée et ça laisse la porte ouverte à Nicolas Stolz de venir mettre un contre synchronisé. Euh, donc là-dessus, il y a potentiellement des choses à travailler. Par contre, il a très bien adapté dans le deuxième round où il va envoyer son high kick. Stolz qui se met complètement en mode défensif, monte la garde et puis il shoot Ouais, dans les jambes. C'était absolument magnifique. Le tout à takedown fait, du tout deuxième à round, fait. c'était très très bien bossé. Aldric, je vais te laisser la parole pour voir si tu as quelque chose à compléter du côté de Benoît Saint-Denis. Alors, sur Benoît spécifiquement, non. Je vais juste rebondir sur un truc qu'a dit Brian et qui est hyper évident, mais qui saute pas aux yeux de beaucoup de critiques et d'analystes. C'est un duel de coaching. Je suis entièrement d'accord avec ça. Euh, Parce que Daniel, on le présente pas, il est très compétent et c'est un très très grand coach qui n'a plus rien à prouver aujourd'hui. Mais il y a pas mal d'ajustements qui sont faits de la part du coin de Bonfim
Son surnom à Bonfim, c'est Maretta, c'est le marteau. Mais son coach dit de lui que c'est une télécommande en fait, c'est un mannequin téléguidé. Et si tu regardes les combats de Bonfim, notamment celui de McKinney où c'est très très flagrant, mais bien d'autres aussi, notamment au LFA, tu te rends compte qu'il y a un aspect coaching hyper important, qu'il a une fusion avec son coach, puisque pour ceux qui ont vu McKinney, j'imagine que tout le monde a regardé au moins le dernier combat, il y a des moments où il s'arrête carrément, il regarde son coin pendant des séquences de catch control. Donc, et on voit qu'il ajuste vraiment. C'est pas du tout le même combat entre le premier et le deuxième round. Il y a vraiment du coaching derrière, des consignes qui sont données et un ajustement très très important entre le premier et le deuxième round. Donc, effectivement, c'est une guerre, même si je nuance un petit peu. Bonfim, il fait ce que j'appelle moi des guerres contrôlées. Mais il y aura un aspect coaching et surtout écoute du coin qui va être très très important samedi soir. J'aime beaucoup qu'on arrive sur cette discussion parce que pour moi, ça va faire partie des stratégies dont on parlera tout à l'heure. Le côté guerre contrôlée pour Bonfim, avec une grande écoute et un besoin d'écoute de son coin. C'est une porte ouverte aussi stratégiquement, selon moi, pour Benoît, mais on y reviendra. Maintenant, je voulais qu'on discute des cotes de Paris, comme on utilise toujours ça comme base pour un peu donner nos pronostats. Donc, cette fois-ci, j'ai fait l'effort de regarder la cote de Paris d'ouverture et l'actuelle. Donc, Benoît Saint-Denis a ouvert à 2,75 avec Bonfim qui a ouvert à 1,4, ce qui signifie qu'à l'ouverture des cotes, Bonfim était donné favori à 65-35, un peu plus que 65%. Aujourd'hui, les cotes de Paris se sont écartées, donc l'argent est rentré sur Bonfim. BSD est aujourd'hui à 3,6, Bonfim à 1,32, on est sur du 75-25 à l'avantage du Brésilien. Aldric, est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors moi, je vais être très clair. Si c'est pas Benoît Saint-Denis en face avec sa résilience, son courage et sa volonté, pour moi, il y a un Bonfim qui est infiniment favori. Si tu regardes sur les 4 derniers combats, il a été à un niveau purement exceptionnel, Bonfim. Alors, moi, la seule paramètre, et on y reviendra plus précisément dans quelques minutes, qui fait que j'y crois, c'est que Benoît a une volonté qu'il nous a montré contre Eliseu et que c'est un guerrier et que c'est son dernier combat sur son contrat et qu'il va rien lâcher. Mais en dehors de ça, si on analyse d'un côté statistique et pugilistique, oui, je suis clairement d'accord avec les cotes de Paris. D'accord. Donc on va dire ça comme ça, sur l'aspect purement compétence qu'on peut voir dans la cage, tu es d'accord sur le 75-25 ou plutôt sur le 65-35? Ouais, j'aurais plutôt dit 65-35 quand même parce que c'est Benoît Saint-Denis, mais même si on regarde sur les 4 derniers combats, il y a des différences significatives, notamment sur les frappes encaissées, qui sont très importantes. Pour moi, quand deux combattants sont dans le même registre, les stats sont très importantes. Et là, on est quand même sur un registre très similaire en termes d'affrontement. Bonfim, c'est pas quelqu'un qui passe 4 minutes en lutte à faire tomber quelqu'un. C'est ce que j'appelle moi ces guerres contrôlées. Benoît est purement dans le même registre. Et quand tu regardes les statistiques des deux, Benoît envoie 4,37 et encaisse 6,72. Quand Bonfim envoie 5,35 et 5,34 et encaisse 2,62. Oui, clairement, il est ultra favori sur cet affrontement. Mais moi, je te dis, je mets en avant le paramètre de Benoît. Je contextualise en tout cas. C'est son dernier contrat. Il a pas signé. Il a envie. Ouais. Il a une volonté hors du commun et il veut continuer cette aventure. Donc, je pense que ce paramètre est très important. Mais d'un point de vue statistique où il n'y a pas ce paramètre, je suis d'accord avec ces chiffres et effectivement, ça vaut un 60-40 ou un 65-35. Ouais. Moi, j'avoue que je suis aussi assez d'accord avec le 65-35, les codes d'ouverture. J'avoue ne pas comprendre pourquoi ça s'écarte autant. Je comprends pas l'attrait des gens d'aller miser aujourd'hui sur un 75-25 pour Bonfim. Je vais revenir sur les raisons pour lesquelles j'y crois, mais les raisons pour lesquelles aussi je suis conscient, enfin, ou en tout cas, je suis en accord avec le 65-35 et ça rejoint exactement ce que tu dis, Aldric. Il y a notamment le côté
complet et très compétent de Bonfim. Il y a le côté, il est déjà allé à la guerre. Je pense que c'est important. Il a déjà connu des guerres dans lesquelles il a été performant. C'est pas quelqu'un qui croule sous la pression. Et puis il y a aussi le côté expérience. 19 victoires, 3 défaites. Comme tu l'as dit, il n'a pas pris de raccourci dans sa carrière, donc il a une expérience à très haut niveau. Et il va pas rentrer dans un combat avec rempli d'inconnus contre Benoît Saint-Denis. Il a déjà affronté des profils qui sont tout aussi bons, tout aussi guerriers que celui de. Enfin, peut-être pas à ce moment-là, parce que Benoît est quand même sort du lot sur cette qualité. Mais voilà, Bonfim ne sera pas ne sera pas dans les eaux profondes dans ce combat, ou en tout cas ne sera pas impressionné d'y aller. Brian, qu'est-ce que toi tu penses de ces cotes? Est-ce que tu es en accord avec, ou est-ce que tu te distingues? Bah, le 75-25, ouais, je trouve ça beaucoup, tu vois. Euh, je peux comprendre que ça s'écarte dans le sens où t'as des parieurs, tu sais, qui vont aller sur des paris assez safe, tu vois, qui se disent, ah bah ouais, à 65-35, Hmm. si je mise un, je touche 20 cents, tu vois, enfin, ils se disent c'est un 20 euros, s'ils mettent 100 euros, ils se font 120, tu vois, un truc dans le genre, c'est ça, non? Le Bah, à principe. 65-35, tu mets, Si tu mets ouais, 100 tu mets euros. 100 euros, tu gagnes 40 euros. Ouais, donc je peux comprendre, hein, je peux comprendre qu'il y en a qui se disent ouais c'est 40 euros sans trop de prise de risque entre guillemets, donc ça peut expliquer l'écartement comme ça. 65-35, ça me semble logique. Hmm. Moi en tant que un 60-40, en fait, c'est toujours très compliqué, hein. C'est clair que, comme dit Aldric, si on s'attache à ce qu'on a vu et tout, 65-35, ça semble juste. Hmm. Je pense que c'est des cotes, s'il y a une bonne préparation, et je pense que ça peut redescendre à du 60-40. Mais Hmm. oui, dans tous les cas, je vois bon film favori, ça c'est sûr, hein. Mais je vois quand même des portes de victoire des deux côtés, mais je pense qu'il y a quand même des choses à faire du côté de BSD, quoi. C'est ça. Et je J'espère, pense qu'on va. j'espère qu'ils ont bien bien préparé ce combat pour faire descendre les trucs, quoi. Ouais, eh ben, c'est parfait, parce que c'est un peu là où je voulais en venir. Je pense que en préparation, il y a beaucoup de choses à faire qui permettraient de rapprocher les cotes. Ça va rester un combat très 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 compliqué, parce qu'il faut vraiment pas manquer de respect à Ismaël Bonfim. Ah non, au La contraire. difficulté quand tu rencontres ce genre de profil, c'est qu'il n'y a pas de réelle faiblesse. Tu vois, c'est pas genre, ok, le mec c'est un très bon striker, mais si tu arrives à le mettre sur son dos, tu as une porte vers la victoire qui est claire et Hum, nette. hum, hum. Bonfim est extrêmement difficile à mettre sur son dos. Il a une très bonne takedown defense, et une fois qu'il y est, il faut aussi y aller pour garder du temps de contrôle. Donc voilà. Par contre, un truc qu'on a remarqué dans son combat contre McKinney, et même contre Abazov, et sur certains de ses combats au LFA, parce que tout est disponible sur l'UFC Mhm. Fight Pass, c'était vraiment un plaisir de pouvoir analyser ça. C'est que comme il semble avoir besoin d'écouter son coach, il y a des petits moments de pause. Il prend des moments de pause au clinch, il prend des moments de pause dans la lutte. Et en fait, ça paraît bête, mais si tu as une stratégie qui tourne autour de, on va peut-être devoir aller chercher la victoire à la décision, aller gagner ce genre de petits moments, ça peut être ultra bénéfique. Je vais revenir chez toi, Brian. En termes de stratégie, justement, quels sont les points clés, les grandes lignes que tu appliquerais pour BSD, tant sur l'approche stratégique, et tu peux déjà aussi parler de si tu as vu certaines techniques Certaines particulières ouvertures. que tu mettrais. Ouais, certaines ouvertures. Moi, j'en ai vu une claire, claire, claire. J'aimerais d'abord voir si vous l'avez vue aussi. Alors moi je suis pas sûr que la stratégie soit de lutter ou de mettre au sol Bonfim. J'ai peur que ce soit un peu un piège et assez fatigant. Je Mhm, pense qu'il y a pas mal d'ouvertures debout, mhm, surtout en garde ouverte. Moi mhm, personnellement j'ai vu des ouvertures chez Ismaël Bonfim sur les middle kicks où il en prend plusieurs, mhm. et donc là ça sera sur le bras arrière donc sur la gauche, donc le bras arrière de BSD, où il a tendance à faire beaucoup de parries. Donc les parries, c'est quand on vient descendre la main il le fait sur le jab énormément, descendre la Ouais. main sur le jab et tout. Et ça, il l'utilise, je trouve très bien, hein,
Mais il utilise très bien, c'est-à-dire qu'il va faire ses paris et puis de temps en temps il va faire retrait de buste, chercher un contre avec son bras arrière, ou alors pari et puis un 3, donc un crochet du gauche. Mais il y a ce petit pari qui est une bonne habitude, qui peut être exploité. Ouais. Euh, voilà, ça c'est les deux grosses ouvertures que j'ai vues chez lui. Les Mm. ouvertures aussi quand il envoie son jab, où il se fait contrer avec il y a eu des slip jabs qui sont passés sur son jab, où il le prend dans le nez. Et donc ça pourrait être une technique qui pourrait être implémentée, enfin qui pourrait. Le slip 2, donc c'est celui de Manny Pacquiao. Quand le jab arrive en garde ouverte, on glisse et puis on passe son bras arrière, tu vois, en déplaçant sur la gauche. Et puis bah, la technique que tu aimes bien, hein, d'envoyer le bras arrière, puis le high kick arrière ou le middle, ce genre de stratégie, pour moi, c'est les techniques qui doivent être dans le jeu. Et dans les forces de BSD, son spinning elbow là, tu vois, le Ouais. contre sur le jab qu'il utilise. C'est des trucs comme ça, je pense, qui pourraient bien, bien, bien passer. Mm. Rentrer-sortir aussi. Euh, faire déclencher un petit peu son système de défense. Ce qui n'utilise pas trop BSD par contre. Voilà dans les ouvertures que j'ai pu voir en tout cas sur lui. Bah, on se voit pas, donc pour que les gens soient au courant, on n'a pas tous une super bonne connexion, donc on est en train d'enregistrer juste sur les voix. Donc Brian, je vais juste expliquer que genre j'ai eu une réaction quand tu as dit que ma propagande bras arrière suivi du kick pouvait passer parce que clairement c'est ça que j'avais vu aussi. On a un bon film qui a beaucoup ce réflexe de chasser avec le bras arrière et contre Abazov, on voit même en Abazov limite envoyer des jabs au ralenti et on voit que ça ralentit aussi le parry de Bonfim et là je pense qu'il y a une sacrée ouverture à envoyer. Donc avant de te donner la parole, Aldric, je vais peut-être continuer parce que en fait Brian, pour moi, tu as tout dit sur les ouvertures, en tout cas techniques. Vu la différence de taille, je pense qu'une gestion au kicking range peut être intéressant. Beaucoup utiliser sa jambe arrière sur des middle et sur des high kicks. Il le fait déjà hein, contre Miranda. Il est allé Mm. jouer sur cette variation de niveau. Et alors, un truc que moi j'avais aussi repéré, c'est que Bonfim, il a un peu un genre de garde haute défensivement. Mm. Il arrive à très très bien défendre toutes les frappes qui viennent de côté. Tout ce qui est crochet, tout ce qui est high kick, sec. Donc j'insiste sur le high kick Mm. sec. Par exemple, Terence McKinney, il envoyait son high kick sans le setup, par exemple. Et avec ça, Bonfim avait aucune difficulté à aller le bloquer. Par contre, tout ce qui est dans l'axe, il y a vraiment des ouvertures sur le jab, sur le direct. Et en fait, à force de venir toucher tout ce qui est dans l'axe, ça va forcer Bonfim à venir défendre dans l'axe, notamment en chassant. Et c'est là où ça peut créer des ouvertures sur les frappes qui viennent de côté. Ça peut être le 1-3, ça peut être le direct suivi du high kick très rapproché, ça peut être le direct suivi du middle kick très rapproché. Donc tout ça fonctionne très bien. En garde fermée, il y a aussi les low kicks qui sont bien passés contre Bonfim, mais je me demande si c'est dans l'intérêt de Benoît d'aller chercher le low kick extérieur en garde ouverte. Je suis pas certain. Je suis pas certain là-dessus. Donc voilà. Par contre, un point d'attention vraiment, selon moi, pour Benoît Saint-Denis, c'est euh, la gestion de la distance chez lui, debout, est encore en voie de progression. Je pense qu'on voit des améliorations, mais c'est pas encore une gestion de la distance élite du MMA. Donc, à voir s'il a suffisamment amélioré ça depuis l'UFC Paris. Parce que Mm. si c'est le cas, il pourrait vraiment gérer ce combat au kicking range. Si c'est pas encore le cas, à certains moments, il va devoir accepter les échanges et même peut-être les provoquer. Parce que là, peut-être Aldric, tu vas vouloir rebondir dessus. Mais étant donné que Bonfim est très à l'aise dans les guerres contrôlées, il a quand même besoin de ce contrôle et je me demande si tôt dans le combat, forcer la guerre, c'est certes un risque, mais si c'est pas un risque qui est bon à prendre. Aldric, je te laisse prendre la parole pour voir si tu veux compléter sur certains aspects stratégiques que Benoît pourrait mettre en place pour s'assurer davantage la victoire. Ouais, t'as tout dit, transition parfaite. Effectivement, mais après, je trouve qu'il s'habitue beaucoup. C'est-à-dire que il chasse bras Mm. arrière, mais on a vu que
Son coin peut rectifier le tir, notamment sur le combat de McKinney au deuxième round. Il change de garde. Des fois, il prend un peu une garde à la Machida, je trouve, avec beaucoup de poids sur la jambe avant. Pourtant, c'est pas du tout un karatéka, je pense, en tout cas de formation. Mais sur les conseils de son coin, des fois, il va mettre 60-40 sur la jambe avant avec la jambe quasi fléchie, notamment contre Dessa, pour ceux qui ont regardé le combat au LFA. Et moi, la solution de ce combat, je la vois avec un rythme plus important, c'est-à-dire que Benoît, il va falloir qu'il force ce qu'il est capable de faire aujourd'hui. Il faut qu'il passe au-dessus des six coups des 6 frappes effectives par minute. Je vois bien le calf kick, moi, par contre, parce que sur les 4 derniers combats, on a eu 3 guerres et une domination quand même très importante contre McKinney. Sur ces 3 guerres, qui sont Abbasov, Augusto et Dessa, ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas les mêmes guerres. C'est-à-dire que on a le combat contre Abbasov qui est très complet, mais qui se fait essentiellement debout, et on voit pas mal de clinch. Je trouve que ce combat contre Abbasov, il met en avant la gestion du clinch, du scramble également, parce qu'Abbasov a utilisé la lutte dès le deuxième round, et une gestion de la puissance d'Abbasov qui est très important. Ensuite, quand on s'intéresse au combat d'Augusto, qui, je le rappelle, avait raté le poids de quasiment 3,5 kg, donc il était énorme, Augusto, le jour du combat. On voit énormément de lucidité, une variété de frappes très importante et une défense de takedown quasi parfaite, alors que Augusto est vraiment pas mauvais. Et si on s'intéresse à Dessa, qui est très très dur, vraiment, c'est une énorme guerre, il frappe, et le seul qui va le mettre un petit peu en difficulté, qui va le faire grimacer sur les calf kicks, c'est Dessa, puisqu'il fait un gros travail de calf. Alors effectivement, ils sont droitier, c'est plus difficile de le projeter en garde ouverte, mais on sent qu'à partir du moment, il va anticiper les blocages des calfs parce qu'il commence à avoir très très mal à la jambe. Donc moi, je vois quand même peut-être une solution là-dessus de pouvoir le priver de ses appuis. Parce que clairement, la différence entre les deux, au moment où on se parle, c'est la façon dont il désengage. Jamais trop, toujours à très bon escient, il arrive à remiser très bien, bon film. Et je pense qu'il y a un travail de sap qui est ultra nécessaire. Donc moi, je vois 2 choses très claires dans ce combat. La première, il faut forcer, il faut surengager le combat, il faut augmenter parce qu'en restant sur un rythme de 4 frappes 37, je pense qu'il va en mettre plus et on se dirige vers un combat très très difficile, mais une victoire par décision de bon film. Il faut forcer ce rythme pour essayer de le mettre dedans. Et moi, le travail en zone basse, je le vois bien. Hein. Je le vois bien parce que pour moi, sur les 4 derniers combats, le seul moment où il y a vraiment une difficulté, une problématique et de la douleur et un changement d'appui, c'est ce combat contre Dessa. Donc moi, je verrais bien cette strate-là. Travail de sap sur les membres inférieurs et effectivement, il faut provoquer un peu cette guerre et sortir de la zone habituelle où il envoie avec plus de frappes, peut-être moins puissantes, mais en tout cas mettre un rythme très important. Et les calf kicks, tu les verras en calf kick intérieur ou extérieur? Après, c'est lui qui va voir mais je pense qu'il faut tenter les deux, voir comment ça fonctionne, voir comment ça défend surtout, tu vois. Mais là, en l'occurrence, Dessa, il est très en difficulté sur des calfs extérieurs. Tu sens qu'à la fin, il anticipe carrément dès qu'il le voit bouger et changer la jambe, il anticipe le blocage tellement ça lui fait mal, quoi. Ouais. C'est pas facile à mettre en place, c'est ça le truc. Donc si ça a été bien bossé, ça peut être vraiment vraiment efficace. Moi j'aime beaucoup les calf kicks en garde ouverte sur le mollet extérieur, mais il faut un très bon travail d'angle avant de pouvoir l'envoyer. Mais ça peut être aussi intéressant d'avoir un peu cette possibilité de combiner aussi, d'envoyer le calf kick sur l'extérieur du mollet, déposer son pied avant sur l'extérieur du pied avant de Bonfim et puis partir éventuellement sur ce direct suivi de la jambe arrière. Ça c'est un combo que j'aime beaucoup, mais pourquoi pas. Et les gars, je voulais vous dire, je vous aime parce que autant Brian, t'as dit ce que j'avais en tête sur l'aspect technique, et autant Aldric, tu me rejoins aussi sur l'aspect mettre une intensité. Alors comme je l'ai dit, ça peut paraître risqué, hein. Tu mets une intensité, ça veut dire que tu vas à la guerre face à quelqu'un qui est compétent dans la guerre. Mais selon moi, si tu rentres dans un combat contrôlé,
tu es encore plus dans le domaine de prédilection de Bonfim et je pense pas que ce sera possible de l'inquiéter sur un cadre de combat comme celui que Ismaël Bonfim aime lui-même imposer. Donc je pense qu'il faut venir lui imposer quelque chose auquel il est peut-être un peu moins habitué et sur lequel il y a peut-être des ouvertures à trouver, même si ça signifie que bah, il faut aller à la guerre, donc il faudra ramasser des coups dans l'échange. Euh, Est-ce Il y a, que selon... Oui, vas-y, Briel. ouais, J'allais il y a une justement dire, dernière est-ce qu'on a tout technique dit ou pas? et que j'aime bien, qu'utilise Benoît Saint-Denis, qu'il a utilisé contre Stalls, non, Miranda, je crois. C'est en garde ouverte, la fin de single leg avec son bras avant et envoyer son bras arrière en overhand. Il a mis KO comme Hmm. ça, je crois. Il l'a touché une première fois, du premier, il l'a mis KO deuxième. Ça, c'est des choses qui sont aussi intéressantes. Ça lui permettra donc deux choses, soit de pouvoir connecter avec la droite, soit pouvoir rentrer un minimum dans les jambes et menacer aussi un peu en lutte. Ouais. Et voir un petit peu, peut-être tester un petit peu la lutte. Moi, j'y crois pas trop, hein. Je mettrais pas du tout un game plan sur la lutte, mais ça, cette technique-là a ce double gros intérêt de pouvoir connecter comme il l'a déjà fait en combat et de pouvoir aussi clincher assez rapidement et Hmm. sans pour autant s'exposer sur quelque chose de trop visible comme il l'a fait contre l'Allemand, tu vois. Ouais, l'aspect lutte, moi je l'utiliserais dans la gestion du rythme. Donc si à un moment c'est trop ou si à un moment c'est pas le rythme sur lequel tu veux être, tu peux engager en Ouais, lutte, mais peut-être pas avec cette. Tu vois, on en parle souvent ici. C'est tu peux engager en lutte sans avoir l'intention de mettre au sol. Tu peux tout à engager fait. en lutte pour aller chercher un clinch et un contrôle à la cage pour un peu casser le rythme. Et après, tu fais ce que tu veux. Si tu vois que tu as du contrôle à la cage, du temps de contrôle, que tu peux mettre des petits genoux dans les jambes et marquer des points comme ça, tu peux le garder. Et puis, si tu sens que tu as un peu récupéré et que tu as récupéré la main mise sur le rythme, tu peux lâcher le clinch et puis réouvrir en Mm, pied-point au volume que toi tu veux mettre. mm. Ben écoutez les gars, si on a fait le tour de tout ce qui est bon, on n'a pas parlé de. On va peut-être faire un rapide tour d'horizon sur la stratégie que pourrait mettre en place Bonfim, ou en tout cas sur les points d'attention du côté de Benoît. Donc, Aldric, je vais chez toi. Est-ce que tu as genre des mises en garde pour Benoît par rapport à ce que Bonfim peut faire ou devrait faire? C'est-à-dire ce que Benoît devrait faire ou ce que Bonfim devrait faire. Non, ce que Bonfim devrait faire, ce qui signifie Alors, les choses auxquelles Benoît doit d'accord. faire attention. Moi, je te dis ce que je pense très sincèrement. Et pareil, je me rebase sur les 4 derniers combats. Je pense qu'il va faire du bon film, en tout cas dans le début de combat. Il va rien changer, je pense. C'est-à-dire que moi, je le vois démarrer comme il a démarré les 4, c'est-à-dire avec son rythme de 5,34 frappes effectives par minute et ses changements de rythme euh, quand il le sent. C'est-à-dire que dès qu'il arrive à mettre le mec sur le reculoir, que ça recule en ligne droite au lieu de reculer proprement sur les appuis, il y a un changement de rythme, il le fait de façon très précise, ça. Dès qu'il voit que le mec il est instable sur les appuis, ça accélère. Ça accélère avec une Hmm. technique à en accélérer. Ça peut être du Superman Punch, ça peut être du high kick sauté, ça peut être du genou sauté. Mais en tout cas, ce qui est très intelligent et hyper agréable à voir, c'est qu'il le fait pas de façon anodine. Il le fait quand il y a un problème d'appui et que c'est pas bien sur les appuis ou qu'il y a la cage derrière. Donc moi, je le vois faire très exactement ça. Rentrer, mettre son rythme, et dès qu'il met un peu l'adversaire en difficulté ou qu'il touche, faire un changement de faire une accélération, un changement de rythme. Et je pense qu'après, en fonction du game plan de Benoît, toujours pareil, adaptabilité avec son coin. Ils vont corriger des trucs, Hmm. soit directement pendant le combat avec leur petite séquence de pause là, où il contrôle le poignet, où il regarde son coin en cage contrôle, soit à la fin du round. Mais je pense pas qu'il va nous surprendre. Je pense que tu peux regarder ces 4 premiers rounds, que ce soit les deux duels face ou du Contender Series ou celui contre McKinney au Brésil, il va démarrer exactement pareil. De quoi il va se méfier? Je pense qu'il va prendre ce combat un peu contre Augusto. Il va penser que debout, il a le champ libre et que Benoît va essayer de le grinder. Ça, c'est un avis perso qui n'engage que moi. Je pense qu'il va se méfier un petit peu de ça. Mais clairement, je pense que s'il y a des adaptations à faire, il les fera courant du round ou entre le premier et le deuxième. Hmm. Ok. Brian, de ton côté, tu vois des pistes particulières à mettre en place pour Bonfim contre BSD? Ouais, tout à fait, hein. J'espère qu'il viendra avec de l'adaptabilité. Après, bah,
je pense sincèrement qu'il y a des grosses ouvertures sur les kicks. Tu l'as dit de Benoît Saint-Denis. Je pense il a une mauvaise gestion de la distance. On l'a vu contre Miranda, où il entre en middle en faisant un petit pas en avant et il pouvait se faire contrer. Et moi, personnellement, je serais le coin de Bonfim, je miserais là-dessus. Donc, le classique à la, comment il s'appelle, le, Masvidal? non, le Hollandais, Bas-Rutten, tu vois. Gros Hmm. blocage sur les middle, rentrer avec des frappes lourdes, tu vois ce que je veux dire? Tu viens bloquer avec tes deux bras comme si tu tenais des PAO, tu vois, et boum, derrière, ça connecte. Donc, moi, je parierais là-dessus. Je parierais sur rentrer en anglais sur les middle kicks de BSD. Je parierais aussi sur euh, ouais, rester, comment dire ça, s'attendre à ce que ça lutte à un moment donné, Mhm. mais et puis corriger un petit peu cette défense en pari, tu vois, en Ouais. garde ouverte. Je pense je pense qu'il doit tourner en plus. Alors, comment il s'appelle, bien travailler sur le déplacement aussi, de pouvoir tourner sur sa gauche à Bonfim et puis contrer un petit peu les forces des gauchers, tu vois. Contrer les Ouais. forces des gauchers. Pour moi, ça devrait être ça, sa solution. Et puis après, oui, comme l'a dit Aldric, hein, faire ce qu'il fait de mieux, bon film, donc trouver les ouvertures, s'il voit que ça fléchit, avancer, mettre de la pression. Ouais. Donc j'ai peur que ce soit une petite guerre donc stratégique de coach et que ce soit aussi lié vraiment en termes de technique et non pas en termes de zone de combat, tu vois. Hmm. Je pense qu'en termes de zone de combat, ça risque de s'annuler en lutte et au sol. Je pense que personne n'aura un réel avantage à aller dans ces domaines-là. Par contre, debout, on est sur une vraie guerre droitier contre gaucher et je pense que techniquement, euh, il faudra être le mieux préparé techniquement et ne pas s'attendre à ce que l'autre ne soit pas préparé à soi, tu vois. C'est clair. Ouais, parce que comme l'a dit Aldric, et je pense qu'on était tous d'accord là-dessus, en termes de technique pure et de compétences pures, on a quand même un avantage du côté de Bonfim. Et c'est, il faut le dire parce qu'on est sur Internet et surtout sur le MMA FR, c'est pas du tout une insulte envers Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis est très très fort techniquement. C'est juste que là, on parle de quelqu'un qui baigne dans le MMA depuis qu'il a 12 ans, donc pour aller concurrencer ça, c'est très compliqué. Et donc généralement, c'est ce qu'on dit quand tu as un déficit technique par rapport à ton adversaire, tu dois aller un peu à la guerre pour essayer de calibrer ça et d'équilibrer tout ça. Donc je pense sincèrement que Bonfim de son côté va anticiper le fait que Benoît cherche à aller à la guerre et il aura probablement des stratagèmes de frustration en place avec beaucoup de déplacements. Il n'hésitera pas à désengager et puis à surprendre de temps en temps, à rentrer à sa guise à l'échange. Et donc pour anticiper ça, je pense que ce qui est d'important du côté de Benoît, c'est de pas chercher à tout prix à aller à la guerre. C'est s'il a du mal à casser la distance et à trouver ses ouvertures, c'est capitaliser sur plus de feintes pour prendre du terrain, pour lui mettre la pression, parce que Bonfim, clairement, comme on a dit, il n'a pas de faiblesse, mais il est bien meilleur quand c'est lui qui a le centre que quand il se fait presser à la cage. Donc je pense que ce serait aussi une erreur de vouloir absolument engager une guerre si on a un bon film qui l'anticipe et qui cherche un peu à diminuer le volume et l'intensité du combat. Et Ok, ouais. dernier truc sur ce que tu dis, je pense que c'était intéressant ce que tu dis. Il y a un truc qui revient souvent et je t'en ai déjà parlé, notamment avec John Jones, sur les habitudes et les corrections. Souvent, on Mhm, arrive dans un combat, on se dit, tiens, j'ai vu cette technique-là et passe, je vais lui placer ça, je travaille par exemple un middle, et à peine le combat commence, t'envoies ton middle. Et le gars, bah, il sait que c'est son défaut et donc il va le défendre. mhm, Et je pense que ça peut être intéressant pour BSD de mettre en place ces techniques qu'il a bossées à la fin du premier ou dans le deuxième round. Parce mhm. que avec la fatigue, on en revient sur ses mauvaises habitudes, Yes. notamment défensives, tu vois, par exemple avec son parry ou ses ouvertures en middle. Et ça peut être intéressant. Et ce qu'avait fait John Jones en prévenant Daniel Cormier, je vais te mettre KO avec un high kick, c'est ta faiblesse. Il a attendu le troisième round avec la fatigue et la baisse de responsabilité défensive
pour lui envoyer son high kick. Et donc ça, dans ta stratégie, je pense que ça pourrait être intéressant, comme tu dis, de tester un petit peu la guerre, voir s'il peut submerger un petit peu. Si c'est pas le cas, de gérer la distance de jambes et de commencer à mettre en place les techniques qui fonctionneront un peu plus tard dans le combat. Je sais pas ce que vous en Ouais. pensez. J'adore ce que tu dis. C'est très juste. Quand tu connais un de tes défauts et que tu t'attends à ce que ton adversaire bosse dessus, bah toi, tu l'as bossé au camp d'entraînement. Le truc, c'est que sur 2-3 mois de camp d'entraînement, tu crées pas une nouvelle habitude. Tu arrives quand tu es lucide et conscient à faire ce que tu veux. Mais une fois que la fatigue s'installe, on le sait très bien, c'est ton instinct qui prend le dessus. Et si tu as un réflexe défensif, un pattern défensif, que tu as essayé de calibrer pendant ton camp d'entraînement, bah à partir du deuxième round, il va commencer à revenir au galop. Chasser le naturel, hein, comme on dit, ça revient au galop. Et je suis assez d'accord avec toi. S'il n'arrive pas à forcer une guerre, il sera du coup contraint d'être dans un combat calculé, qui est peut-être à l'avantage de Bonfim. Et le moyen peut-être de contourner ça, c'est d'attendre que la fatigue s'installe chez Bonfim. Vu le menton et le mental de Benoît, il pourrait subir dans le premier round et garder un peu ce mental et cette confiance en lui de bah, c'est pas grave, si je perds le premier, je vais rebondir dans le deuxième et avoir peut-être ces stratégies techniques, aller les chercher plus tard dans le combat pour que ça fasse effet surprise. Parce qu'effectivement, s'il applique dès la première minute les 3 techniques qu'il a bossé pour mettre KO Bonfim, bah, Bonfim, il sera au courant. Il va les voir, il va réussir à les défendre. Et s'il a réussi à les défendre dans le premier round, même avec la fatigue, il sera toujours attentif. Même avec la fatigue, même son instinct sera attentif à ce genre d'éléments parce que l'information aura été donnée. Aldric, je vais te poser une double question. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Et bah, c'est la fin du podcast, donc donne-nous ton pronostic. Alors avant de donner les pronostics, on parle d'un combattant français, mais comme vous le savez sur la chaîne, on va parler d'un combattant français comme si c'était un combattant d'un autre pays. On n'est pas là pour caresser dans le sens du poil, on est là pour être honnête envers nous-mêmes. C'est tout le respect qu'on doit à notre audience aussi, c'est d'être intègre par rapport à ce qu'on pense et de pas être influencé par le fait qu'on supporte. Donc, ce qui est clair, c'est que nous trois, on supporte à 200% Benoît dans ce combat, mais le pronostic, il doit être fait dans la neutralité. Je t'en prie, Aldric. Non, rien à rajouter. Je pense que vous avez tout dit et c'est hyper complet. Moi, je suis un peu bête et entêté sur ce coup-là. Je pense que s'il fait pas une guerre, ça passera pas. Clairement, je le vois pas mettre KO Bonfim parce que je reviens encore sur ce que j'ai dit au risque d'être redondant. Abbasov, Dessa et McKinney, ce sont de formidables strikers. Ils ont pas réussi. Alors, on peut dire il sera moins en forme, il sera ci, il sera ça, mais je trouve qu'il a énormément de responsabilités défensives. Il désengage, il accompagne les frappes quand il voit qu'il peut pas les. Ah, il est dur à mettre KO. Franchement, ce mec-là, il a vraiment la bagarre dans le sang et il a un fight IQ pour moi qui est très important. Quand il voit qu'il va prendre le coup, il l'accompagne. Je pense que ce genre de mec, c'est super compliqué à mettre KO. Et pour moi, c'est impossible que ce game plan passe, ou en tout cas très très peu probable. Compte tenu de tout ce qu'on a dit, bien évidemment, Bonfim est ultra favori et moi je reviens pas sur la cote. Et pour moi, Benoît, s'il fait pas du Benoît, s'il nous montre pas qu'il est exceptionnel en termes de combativité et qu'il nous ressort pas un peu le combat d'Elyseu, ça passera pas. Voilà, je pense que sur 9 scénarios où on va un peu à la guerre technique, où on travaille d'un point de vue stratégique à qui va gagner les rounds, je pense qu'il finit le combat mais qu'il perd à la décision. Et le seul truc qui peut faire que ce truc-là passe, c'est avec le combat de sa vie, 15 minutes à fond, 6 frappes effectives par minute mélangées avec du clinch, de la grind, de la fatigue physique, et peut-être espérer que Bonfim a un peu pas eu le temps de préparer ce combat correctement et un peu sous-estimé Benoît. Mais s'il n'y a pas une guerre absolue, s'il n'est pas en état de grâce ce soir-là, et s'il fait pas les 15 minutes de sa vie, ça passe pas. Moi, j'y crois. Bien évidemment, je supporte Benoît parce que c'est un Français et parce qu'en plus, je l'aime beaucoup. Mais je pense vraiment qu'il doit nous sortir le plus gros combat de sa vie. Sinon, c'est défaite à la décision. Ouais. Brian? Ah là 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 là, c'est compliqué, c'est compliqué.
Non, bah oui, moi je vois une victoire de Bonfim, soit la décision, soit par KO TKO, et je peux voir cette tournure de frappe, même si BSD est très très solide, tu vois, qu'il a fait des guerres, etc. Je peux voir ça. Donc ça, ce serait mon pronostic en tant que personne extérieure. Si Hmm. enfin voilà, si BSD c'était quelqu'un de, voilà, ça c'est mon pronostic. Bien évidemment, mon pronostic de cœur, enfin, ce que j'espère, c'est de voir ce pourcentage, un BSD qui arrive et qui a fait toutes les corrections et qui trouve l'ouverture. Dans ce que j'aimerais voir, hein, je parle bien évidemment. J'aimerais voir le scénario où il gère ce premier round et techniquement il le connecte avec son panel technique dans le deuxième. Sportivement parlant et pour son avenir, c'est vraiment la tournure de combat. J'aimerais le voir prendre le 2 et le 3 par exemple, ou Hmm. même le premier round, tu vois, un peu serré, et tu vois, les juges savent pas, ils font piquer avec hologramme, ils donnent à l'un, ils donnent à l'autre, tu vois. Mais un combat, ouais, des fois c'est un peu ça, non? On est d'accord. Euh, Ouais. mais un premier round, voilà, qui manque peut-être un petit peu de volume, de gars qui sont assez patients, qui trouvent les ouvertures. Et moi, c'est pour l'avenir, hein. J'aimerais voir BSD qui arrive à mettre en place de la stratégie, des techniques. Ça, ce serait vraiment mon kiff, hein, personnel, parce que voilà, je souhaite un petit peu le meilleur euh, dans la suite. Et je pense que il est capable de faire des grosses guerres, mais je pense que le jour où il va être capable et de faire des grosses guerres et techniquement de pouvoir euh, faire les choses vers la victoire, là, je pense qu'il aura un gros avenir dans Ouais. la KT, tu vois. Donc voilà, Ouais, donc ce ça serait c'est beau, ce serait effectivement beau de le voir capable de gagner un combat dans la gestion face à un gros profil. voilà. Après, j'entends tout à fait Aldric, hein, qui, pour lui, la probabilité de chance de victoire serait dans la guerre, donc où il nous a montré qu'il était le meilleur. Ça, je l'entends tout à fait, hein. Mhm. Mais j'espère ce petit pourcentage de chance de gestion de combat et tout, et qui me hyperait énormément pour la suite, quoi. Et puis on Mm. n'oublie pas que j'aimerais aussi le voir sur la carte en septembre. Donc s'il arrive à nous faire un match parfait en étant pas blessé pour septembre, ça serait incroyable, quoi. À Mais j'y fond. crois moyen. Ouais, c'est ça le truc, c'est que on a du mal à voir ce combat se clôturer sans une Ouais, fatigue, grosse fatigue physique de part et d'autre. ouais, Après, tout peut arriver, hein, ça peut partir en tout peut guerre et puis arriver. au final, après 35 secondes, il y a un KO à Ouais, l'avantage de Benoît et c'est ce qu'on peut tout lui à fait. souhaiter de mieux, c'est de pouvoir gagner ce combat et d'être capable de combattre en septembre parce que je pense qu'alors il y aura un gros engouement derrière lui. Déjà, Ouais, sa bien victoire à sûr. l'UFC Paris précédent, c'était beau à voir parce que il mérite, tu vois, d'avoir ce public et cette ambiance autour de lui. Donc, ouais, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Pour mon prono, j'avoue que j'y crois, enfin, je crois vraiment que Benoît peut trouver ce chemin vers la victoire. J'y crois vraiment. Mais encore une fois, en termes d'intégrité, si je donne un 65-35, je peux pas pronostiquer. Enfin, tu vois, si je dois donner un Mm, pronostic noir ou blanc, je me dirige aussi vers un bon film à la décision. En termes de préférence, bah, la plus grande préférence, c'est un BSD qui s'impose dans le premier round pour qu'on puisse le voir à Paris. Mais par contre, sur le long terme, sur une vision long terme où on se dit pas, OK, il doit absolument être sur l'UFC Paris, j'aimerais le voir forcer une guerre dans le premier round, y parvenir, mais être submergé par cette guerre, de par le fait que Bonfim est juste plus expérimenté et où on voit la différence technique, mais qu'on a un Bonfim qui se fatigue davantage dans cette guerre et mm. qu'au moment où ça devient contrôlé, on voit un BSD prendre le dessus. Si on arrive à voir ça, ce serait incroyable avec une victoire 29-28. Ce serait chouette à voir, donc ce serait ma préférence. Écoutez les gars, Brian, un tout grand merci. Aldric également, et c'est à toi Aldric que je vais laisser la parole de fin parce qu'en fait tu as donné ton pronostic et on t'a coupé l'herbe sous le pied par rapport à ta préférence. Quelle est la dynamique de combat que tu préférerais voir? Et là-dessus, on va clôturer le podcast, comme ça tu peux aller donner tes cours. Non, mais c'est très intelligent ce que vous avez dit, mais je pense pas que ce soit encore possible. Pas parce que Benoît n'a pas progressé, hein, parce que ce mec-là, pour moi, c'est déjà meilleur que Moïcano. Et ça flirte entre la
pour moi, Bonfim, il est entre la 10e, il est il est entre 10 et 15 déjà dans cette catégorie. Ouais. Après, ça devient très dur Ouais. à partir de la 8e place, 9e place où tu as des Tsakourian et compagnie. Mais moi, je pense que ce mec-là flirte déjà avec le top 10. Donc, si Benoît arrivait à faire un combat technico-tactique contre lui, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, il est top 5, top 10. Et ça, malgré la grande amitié qui nous lie et le respect que j'ai pour lui, c'est trop tôt. Je dis pas que ça ne sera pas d'ici un an de travail, parce que je sais que ce mec-là s'entraîne comme un taré. Mais au moment où on se parle, je pense qu'il n'est pas capable de faire ce genre de combat. Et je pense qu'il y a que la guerre. C'est pas que je veux absolument être devant mes pop-corn samedi soir et voir une guerre. Hein. Je dis qu'au moment où nous nous parlons, je vois pas quelqu'un en dehors des Chandler et autres top de la KT être capable de surclasser Bonfim sur un technico-tactique. C'est un avis qui m'est propre, qui n'engage que moi. Et voilà pourquoi j'ai cette pensée. Je dis pas qu'il sera pas capable de le faire, mais compliqué, très compliqué parce que encore une fois, quand on voit ce qu'a fait McKinney dans la catégorie lightweight avant ce combat, les combats contre Fares et contre Drew Dober, c'est très très haut level Bonfim. Pour moi, c'est déjà top 15 Bonfim. Voilà pourquoi ouais. Vas-y, je t'en prie. Non, je te laissais la parole, donc vas-y. Voilà pourquoi j'ai insisté là-dessus et c'est pas du tout. Moi, je vais même plus loin que l'amitié franco-française. Moi, je considère Benoît, comme je l'ai dit dans d'autres podcasts, comme un ami. Et je me permets de dire ça parce qu'on est là pour faire de l'analyse. Mais ça n'empêche que je vois pas une porte de sortie pour la victoire de Benoît et que je serai très attentif samedi soir et que j'espère que ce combat se finira comme ça. Ouais. Eh ben, on va clôturer là-dessus. Je pense que quelque chose qu'on n'a pas dit mais qui méritait d'être souligné, c'est que clairement Bonfim a tout le talent déjà aujourd'hui de rentrer rapidement dans le top 15. Benoît Saint-Denis, pour le moment, je pense pas qu'il ait le niveau top 15, en toute honnêteté. En revanche, il n'a que 27 ans. Comme l'a dit Brian, il a commencé son premier combat pro en 2019 et le terrain qu'il a déjà parcouru, le niveau qu'il a aujourd'hui sur le peu de temps de carrière, c'est absolument incroyable. Donc je pense, en toute sincérité, qu'il a tout le potentiel d'y arriver, mais ce ne sera pas sans obstacle. Voilà. Et là-dessus, Brian, merci à toi. Merci à toi, Chris. Avec grand plaisir. Tout le monde, le petit like, le petit commentaire avec votre prono, avec ce que vous avez pensé de ce qu'on a dit. Le partage, si ça vous a plu, ça nous aide énormément. Et si ce n'est pas encore le cas, l'abonnement à la chaîne. Je finis avec toi, Aldric. Un tout grand merci. Merci à vous. Merci à vous. Ouais, ciao tout le monde. Ciao.